Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau replay Twitch. Aujourd'hui, on va parler du Congo. Vous êtes sur la chaîne de Replay Histoire Crépue. Si vous voulez vous abonner à notre chaîne principale, vous pourrez y retrouver toutes les vidéos longues de vulgarisation d'histoire et aussi des réactions à l'actualité. Et si vous voulez me suivre en direct, rendez-vous donc tous les mardis soirs sur Twitch et sur YouTube d'ailleurs. Et si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr. Vous pouvez nous soutenir financièrement. C'est comme ça qu'on vit, puisqu'on est un média indépendant qui parle d'antiracisme. Moi, je vous propose qu'on lise un article qui est paru sur Afrique 21. Vous savez qu'Afrique 21, ça fait partie des références que j'apprécie au niveau politique africaine. C'est donc un média qui est basé en France, qui travaille avec des correspondants un peu partout, qui est un média plutôt militant avec une ligne anticoloniale et de dénonciation de la France-Afrique. Et ils font des articles très fouillés, donc c'est pas un média qui fait des articles beaucoup d'actualité, mais c'est plutôt des gens qui vont faire des gros dossiers très détaillés pour aller vraiment à la racine de différents problèmes sur le continent africain. Donc je trouve ça intéressant. Hier, je cherchais un bouquin sur Kropotkin et je suis reparti avec Frantz Fanon. Ah, trop bien. Bonne lecture, Queenie Mel. Je vais probablement écouter tout ça en replay. Je suis au taf. Ok, je mettrai le replay disponible dès demain matin normalement. Alors, donc Afrique 21, ils ont sorti un dossier qui s'appelle RD Congo, donc République démocratique du Congo, / Rwanda, une guerre aux racines multiples. Donc ce dossier, il y a une introduction que je ne vais pas vous lire, mais derrière, il y a plein d'articles qu'ils ont rendus disponibles, qu'ils ont écrits depuis longtemps. Il y a des articles qui datent de janvier 2025 et d'autres qui datent de 2024, 2023 ou même 2022. Pour le premier ici, pourquoi le M23 renaît de ses cendres. Donc vous voyez que c'est un travail qu'ils font depuis longtemps et ils ont fait ici une sorte de compilation de tous leurs articles sur le sujet. Et moi, celui que je veux lire, c'est celui-là, dans l'Est du Congo. La guerre régionale est déjà là, qui est sorti en 2024. Mars 2024, qui nous montre, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce qui se passe au Congo, c'est rien de nouveau en soi, même si la prise de Goma, c'est quand même un événement majeur, parce que la ville est plus connue que d'autres villes de RDC, mais il y a déjà plein d'autres villes de RDC qui sont sous la direction, sous la coupe du M23 aujourd'hui. Alors attendez, je lis d'ailleurs, Zozo Chio qui dit d'ailleurs, comment se fait-il que ces derniers temps, on parle vachement du Congo, sachant que ça dure depuis 30 ans. Pourquoi ça a popé d'un coup? Alors comme je disais, ce qui fait que ça a popé, c'est la prise de Goma, donc qui est une ville stratégique et qui est plus connue aussi en Occident, qui a permis de remettre en lumière ce qui se passait au Congo, mais qui effectivement dure depuis longtemps, quoi. Salut Shadok. Ouais, on va parler du Congo. Ah, bienvenue Iman Simo. Content aussi que tu puisses nous suivre en live aujourd'hui. Allez, je lis. Donc ça, c'est un entretien avec Tanguy Bihan. Alors, on va voir qui est Tanguy Bihan. Journaliste, collabore notamment avec RFI et Le Monde diplomatique. Toujours bien de savoir un peu qui sont les gens. C'est peut-être lui. Si, c'est peut-être lui. Assistant de production FIM Guinée. Alors, on lit. Entretien. La tension n'a cessé de monter entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ces derniers mois, et la situation humanitaire à la frontière est dramatique. Mais quelle est précisément la situation sur le terrain? Qui fait quoi et au nom de quels intérêts? Au-delà des fantasmes et des exagérations, le chercheur Onesphore Sematumba explique les tenants et les aboutissants de ce conflit meurtrier. Donc là, en fait, ce qu'on va lire, c'est le chercheur Onesphore Sematumba qui répond aux questions du journaliste Tanguy Bihan. Alors, qui est Onesphore Sematumba? C'est un analyste spécial de RDC, spécialiste de la région du Nord Kivu. Donc on va voir l'entretien entre les deux personnes. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs dans les commentaires, j'essaierai de répondre à des choses, mais je ne suis pas sûr que je pourrai répondre à tout, parce que je ne suis pas spécialiste de cette question encore une fois, donc il y a des choses qui vont peut-être pas être... vous allez peut-être pas être d'accord avec tout ce que je vais dire. N'hésitez pas, encore une fois, à faire signe en commentaire, à dire des choses, et puis voilà, quoi. Pour l'histoire, Goma est une ville qui a été agressée à 6 reprises, la plupart du temps par le Rwanda, interposé. Ok. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rendus tour à tour à Luanda début mars 2024. Ils ont échangé avec le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la guerre dans l'Est du Congo.
Ils pourraient bientôt se rencontrer directement pour trouver une solution à cette crise. Un accord est urgent. Le mouvement du M23, le mouvement du 23 mars, qu'on appelle donc le M23, une rébellion soutenue par Kigali, se trouve aux portes de Goma, la capitale du Nord Kivu, aux 2 millions d'habitants, et la situation humanitaire est catastrophique. La République démocratique du Congo, RDC, compte près de 7 millions de déplacés internes. Alors là, on est en train de lire un truc qui se passe en mars 2024, donc ça fait à peu près 1 an que cet article a été écrit. Pourtant, l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019 avait marqué une nette amélioration des relations entre la RDC et le Rwanda, mais celles-ci se sont brusquement dégradées fin 2021 quand le M23 a ressurgi après près de 10 ans d'inactivité. Intéressant, pourquoi est-ce qu'il a ressurgi? Il y a un autre article sur Afrique 21 qui explique ça, pourquoi le M23 renaît. Bref. Donc il a été inactif pendant 10 ans, il est revenu fin 2021. En 2013, l'armée congolaise et la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qu'on appelle donc la MONUSCO, avaient repoussé le groupe armé qui avait brièvement occupé Goma. Donc c'est pas la première fois que le M23 est à Goma. Si Kagame persiste à nier tout soutien au M23, majoritairement composé de Tutsis congolais, il répète que les forces démocratiques de libération du Rwanda, qu'on appelle FDLR, un groupe armé héritier des génocidaires Hutus de 1994, constituent une menace pour les Tutsis congolais et pour la sécurité du Rwanda. Alors là, il faut que je vous explique juste un instant le contexte, encore une fois, parce que sinon, on va pas comprendre de quoi on parle. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez un peu, enfin si vous savez de quoi on parle. Kagame, c'est un ancien de la guerre du Rwanda, exactement. Si on va, là je suis à Clermont, si on va en RD Congo, Rwanda, à la frontière entre donc le Rwanda ici, qui est un petit pays par rapport au Congo, qui est gigantesque, Kinshasa, la capitale, est ici, et Goma, c'est une ville qui est là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le génocide des Tutsis au Rwanda, il y a une partie des Tutsis qui ont fui le Rwanda pour aller se réfugier au Congo, mais il y a aussi des Hutus qui ont commis le génocide qui sont allés se réfugier au Congo. Le président Paul Kagame, président actuel du Rwanda, c'est une des personnes qui s'est battue pour arrêter, on va dire, le génocide rwandais et ensuite qui a créé un régime assez autoritaire qui reste en place jusqu'à aujourd'hui et qui est un régime où lui, un Tutsi, est au pouvoir. Et donc ici, les Tutsis qui avaient fui, c'est ceux qu'on appelle les Tutsis congolais, et le M23 est un mouvement qui est composé principalement de Tutsis congolais qui disent se battre contre donc les FDLR, qui sont c'est ce mouvement-là, FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, qui est un mouvement composé de Hutus qui ont participé au génocide, et donc qui représenterait, selon le Rwanda, une menace pour le Rwanda. Donc ce qui expliquerait, selon le Rwanda, pourquoi le Rwanda soutient le M23 et essaye de protéger les Tutsis du Congo et les Tutsis du Rwanda contre ce fameux FDLR. FDLR est-il encore actif ou pas? Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'en fait, il ne s'agit pas d'autre chose, ce conflit? Voilà, bon bref. Là, vous avez un peu le background de comment le Rwanda justifie son action et pourquoi le M23 existe. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est une excuse, un casus belli? Ben voilà, ça, c'est un peu compliqué. Je suis pas sur place pour pouvoir le dire, mais je suis en train de préparer une vidéo longue où je vais essayer de réexpliquer ça de manière le plus simple possible avec des historiens et historiennes et des militants et militantes congolais et rwandais pour nous donner le... En fait, je veux pas dire qu'on va essayer de donner la réponse à ce conflit parce que c'est complètement impossible, seules les personnes de la région pourront le faire, mais pour essayer juste de nous donner une meilleure lecture de la situation au maximum. Alors Precia qui dit pourquoi le Rwanda soutient le M23, bah, on va le voir là un peu dans cet article, je pense. Il y a des ressources dans la région, effectivement il y a des ressources, il n'y a pas que ça. Ce qui galère à comprendre, c'est qu'il y a plein de milices auto-organisées qui s'allient, se trahissent selon des logiques économiques, ethniques, politiques. Ouais, c'est ça. Mais rien n'est impossible, il faut qu'on prenne le temps d'essayer de comprendre. Onesphore Sematumba, chercheur au think tank International Crisis Group ICG, revient depuis Goma, où il est basé, sur les causes de la résurgence du M23 et sur les voies de sortie de crise. Il rappelle la complexité d'un conflit qui fait l'objet de récits simplistes consistant à le résumer à une guerre pour les ressources ou à une guerre ethnique.
et d'accusations graves, les belligérants des deux côtés étant accusés de commettre un génocide. Donc effectivement, c'est tous ces éléments qui font que c'est un peu dur à traiter. Le M23, une force avec laquelle il faut compter. Donc le journaliste demande « Comment expliquer la résurgence du M23 en 2021 après sa défaite en 2013 ?» Onesphore Sematumba répond « Il y a deux facteurs. Un facteur interne au M23 et un facteur régional. La défaite de la rébellion en 2012-2013 a été accompagnée d'une série d'engagements du gouvernement congolais, notamment le fait que le M23 puisse se convertir en parti politique, ce qui a été fait. Mais il y a, selon le M23, une autre série d'exigences qui n'ont pas été respectées, comme l'intégration de leurs cadres politiques et de leurs militaires au sein des structures de l'État et dans l'armée. Puisque le M23 est un mouvement qui a à la fois une branche politique et une branche militaire. Ils ont eu le droit de déployer leur branche politique, mais leur branche militaire n'a pas pu intégrer les structures de l'État congolais. Il y a aussi la sempiternelle question des réfugiés Tutsis éparpillés dans les pays voisins, surtout au Rwanda et en Ouganda, dont le M23 se fait le porte-parole et réclame le retour au Congo. Donc là, le M23 veut qu'une partie des réfugiés Tutsis puisse rentrer au Congo. Question, est-ce qu'il y a des Tutsis congolais ou pas? Ça, c'est une question que vous allez souvent entendre dans ce genre de débat. Il y a en outre d'autres revendications, comme la lutte contre les FDLR dans le Nord Kivu. C'est une revendication du gouvernement rwandais que le M23 s'est approprié. Donc là, le FDLR, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux Congolais ou anciens Rwandais, Hutus, et qui sont en lien avec le génocide, dont certains éléments sont accusés d'avoir participé au génocide. Depuis quelque temps, le M23 s'est allié, ou s'est converti, ce n'est pas clair, à l'Alliance du fleuve Congo, de Corneille Nangaa, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante de 2015 à 2021. Ces revendications politiques se sont corsées. Le M23 est devenu plus critique sur les questions de gouvernance, de corruption, etc. Nangaa et son alliance, dont le M23 constitue la branche armée, n'hésitent plus à mettre sur la table le départ de Félix Tshisekedi. C'est de la rhétorique, mais c'est inquiétant pour le pouvoir de Kinshasa. Donc Félix Tshisekedi, c'est le président de RDC actuel, alors que Paul Kagame, c'est le président du Rwanda. Alors qu'est-ce que vous dites? C'est un niveau géostratégique, le sud-est de la RDC, ce sont les mines chinoises sans contrôle par le pouvoir central, c'est-à-dire que Kagame veut prendre le contrôle des ressources. Le fait qu'il y ait plein de petites milices, n'est-ce pas un avantage pour les capitalistes colons pour tirer leur épingle? Effectivement. Alors oui, il y a plein d'enjeux, mais tout n'est pas... Alors, bien sûr, les capitalistes externes ont tout à gagner à ce que cette région reste divisée, mais pour que la division soit possible, il faut comprendre qu'il y a des enjeux locaux très précis, parce que sinon les gens ne se mobilisent pas à s'entretuer pendant plus de 30, 40, 50 ans, sans qu'il y ait des vrais conflits internes qui sont peut-être effectivement attisés par l'extérieur, mais il faut comprendre d'abord c'est quoi les conflits internes pour comprendre comment est-ce qu'ils peuvent être attisés de l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc Tanguy demande « Et quid du facteur régional ?» Onesphore répond « Il y a eu une coïncidence en novembre 2021 entre la résurgence du M23 et deux développements parallèles. En novembre, l'Ouganda a signé un accord militaire avec la RDC pour le déploiement de ses troupes dans le nord de la province du Nord Kivu et en Ituri. Donc ça, c'est l'Ouganda, donc cet autre pays-là, le gros pays au-dessus du Rwanda, qui a eu un accord avec la RDC pour mettre des troupes dans cette zone. Vous comprenez que l'Ouganda et le Rwanda, c'est pas le même pays, hein. Donc il y a aussi des enjeux géopolitiques, entre différents pays, en plus de la RDC et du Rwanda seulement. Il y a aussi lui dans la zone. Et lui, enfin bref, il y en a plein d'autres. Donc pourquoi est-ce que l'Ouganda a pu mettre des troupes dans le nord? C'était pour combattre la rébellion des ADF, Forces démocratiques alliées d'origine ougandaise. Donc il y a une rébellion ougandaise qui se cache aussi dans la région. Parallèlement à cet accord militaire, il y a eu un accord économique portant sur les infrastructures et notamment la construction d'une route reliant Beni à Goma, donc plus de 300 km, dont une bonne soixantaine entre Rutshuru et Goma. Or, cette zone constitue une sorte de corridor pour le Rwanda. À cette époque,
Les rapports entre le Rwanda et l'Ouganda n'étaient pas au beau fixe, et les clauses de l'accord prévoyaient que la sécurisation des travaux devait être assurée par l'armée ougandaise, ce qui signifiait que celle-ci allait être déployée aux portes du Rwanda sans son accord. Cela a été perçu comme une menace par Kigali. Donc Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Hein. Vous avez le Rwanda ici. Vous avez Goma, Bukavu, etc. Et l'Ouganda ici. Donc effectivement, si vous mettez des troupes ici sans l'accord du Rwanda, potentiellement, on peut s'en servir pour dire il y a problème. De plus, Kigali, qui accuse l'armée congolaise de collaborer avec les FDLR, pensait que cela pourrait être une occasion de déployer les FDLR à la frontière du Rwanda. Subsidiairement, cette route était perçue comme une concurrence à la route parallèle rwandaise qui est très bonne. Le trafic pourrait diminuer considérablement sur cette route Rwanda-Ouganda au bénéfice de la nouvelle route congolaise avec tous les manques à gagner que cela représente en termes de taxes. Puisque pour l'instant, la route, apparemment, serait plutôt dans cette zone-là, donc entre le Rwanda et l'Ouganda. Et là, il y aurait une route parallèle ici entre Goma, Beni. Entre Goma et Beni, ici, tac, voilà. Au lieu d'avoir une route qui ferait ça. Là, on est vraiment sur de la logistique, de la géopolitique. Il faut noter que, depuis, il y a eu une sorte de renversement d'alliance. L'Ouganda s'est rapproché du Rwanda. À la même période, le Burundi a également obtenu un accord militaire pour envoyer son armée dans le sud Kivu afin de traquer le Red Tabara, ça s'appelle la résistance pour un état de droit au Burundi, qui est un groupe d'opposition armée. Donc là, on voit le Burundi, c'est ce pays-là, qui a pu positionner des troupes dans la région de Bukavu, sud Kivu, pour lutter contre des troupes hostiles au Burundi qui se cachent dans cette partie-là. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est de se dire, tout cela se passe sur le territoire congolais, et vous avez des résistants à l'Ouganda qui sont là, des résistants au Burundi qui sont là, des résistants au Rwanda qui sont là. Donc en fait, quelle est la maîtrise de l'État congolais de cette partie du territoire ? Ça, c'est une des grosses questions, quoi. Pourquoi c'est la RDC qui doit parler à ces milices ? Pardon, j'arrive même pas à suivre, vous envoyez plein de trucs. Ou tout, mais l'Ouganda ne veut pas parler aux ADF. Alors ça, je ne sais pas. L'agression rwandaise depuis... Bien, mais j'en reste néanmoins choqué. Un pays qui a lui-même vécu un génocide reproduit la même chose à des fins économiques. Alors on va voir au fur et à mesure même le terme génocide et tout, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui se passe concrètement. En mutualisant ses forces avec l'armée congolaise. Donc. Le Rwanda, qui rêvait de signer le même type d'engagement pour traverser la frontière et traquer les FDLR, a lui reçu une fin de non-recevoir. Là vous comprenez, hein, c'est-à-dire que l'Ouganda a la possibilité de positionner des troupes au Congo pour lutter contre les rebelles qui l'attaquent. Le Burundi aussi a pu signer un accord pour positionner des troupes au Congo pour lutter contre les rebelles qui l'attaquent, mais le Rwanda n'a pas pu positionner de forces armées au Congo pour lutter contre les fameux FDLR qui, en tout cas de ce que j'ai lu encore moi à ma connaissance, ne font pas d'attaque directement sur le sol rwandais, mais qui seraient dans cette région. Donc ça, c'est une des raisons qui explique que le Rwanda se sent frustré à cet endroit. Il a perçu cela comme non équitable, et en janvier 2022, le président Kagame a dit que le Rwanda avait lui aussi ses ennemis au Congo, les FDLR, et que si c'était nécessaire, il n'aurait besoin de l'autorisation de personne pour traverser la frontière et aller les traquer. Alors là, c'est vraiment donc le président Kagame, c'est donc le président du Rwanda qui déclare ça, qui est clairement le fait de dire on viendra sur votre territoire quoi qu'il arrive. Quoi. Il a précisé, et c'est important, que le Rwanda est un petit pays, qu'il ne peut donc pas servir de champ de bataille et qu'il fallait poursuivre la menace là d'où elle vient. Alors là, on est un peu dans le genre de rhétorique qu'on peut avoir en Europe, hein, avec la lutte contre le terrorisme, aller chercher les ennemis de la République ou les ennemis de l'Occident, peu importe où ils sont, c'est vraiment le même genre de rhétorique, tout simplement. C'est à cette période, donc, que le M23 renaît de ses cendres. Lui qui était en stand-by dans les volcans des Virunga a commencé à s'étendre du jour au lendemain avec beaucoup d'efficacité. Et c'est là qu'on soupçonne que le Rwanda y est pour quelque chose. Attendez, je dois monter ma lumière. Voilà. Qu'est-ce que vous dites ? Au niveau international, tant que c'est le bordel en RDC, toutes les entreprises et les nations qui ont intérêt dans les matières premières du sous-sol RDC sont contentes que la zone reste instable. C'est vrai, mais on verra plus tard un article qui s'appelle « Dans l'est de la RD Congo, l'inefficace lutte contre les minerais de sang ». Parce qu'il faut se dire que
c'est... Tout est... Enfin, il faut pas simplifier les choses. Pour avoir une réponse correcte à ce problème et pour avoir des vraies solutions politiques, on ne peut pas se contenter de simplifier les choses. Il faut voir tout l'engrenage pour comprendre à quel endroit les multinationales y trouvent leur compte. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire ce genre d'article. Là on lit Afrique 21, mais il y a plein d'autres sources qui sont accessibles sur le sujet. Et qu'on prendra le temps un peu de décortiquer petit à petit, je pense. 2 ans plus tard, le M23 s'est imposé comme une force avec laquelle il faut compter. Les Nations Unies ont documenté le soutien de l'armée rwandaise au M23. Donc ça, c'est un rapport récent qui est sorti des Nations Unies qui prouve que l'armée rwandaise, l'armée officielle rwandaise, soutient directement le M23. Ce qui corrobore l'hypothèse selon laquelle ce n'était pas juste une coïncidence. Donc là, on a un rapport qui est disponible que vous pourrez trouver sur le site, avec tous les éléments de ce qui s'est passé. Le Rwanda appuie le M23 en hommes et en matériel militaire. Le dernier rapport de la MONUSCO évoque la présence d'un système de défense antimissile sol-air dans la zone sous contrôle du M23. Le Rwanda a jusqu'à présent nié toute présence militaire, mais ne nie pas son appui politique. Il affirme que le M23 a raison sur un certain nombre de revendications. Alors, le point que j'ai oublié de préciser, c'est que si j'ai bien compris, j'ai pas encore lu le rapport, mais je vous laisserai jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, mais si je comprends bien, ce rapport, il dénonce effectivement des exactions du M23, il dénonce le M23, mais pas que. C'est pas un rapport qui est spécialisé sur le M23 spécifiquement, je crois qu'il dénonce aussi les agissements d'autres groupes rebelles ou autres, et je pense qu'il parle aussi des FDLR, mais je ne l'ai pas lu. Alors on continue. Tout a été rapidement détricoté. Donc Tanguy Bihan demande « L'arrivée au pouvoir de Tshisekedi en 2019 avait marqué une amélioration des relations entre Kinshasa et Kigali. Pourquoi se sont-elles dégradées ?» Lorsque Tshisekedi, donc Tshisekedi président congolais, arrive au pouvoir en 2019, il développe une vraie politique d'ouverture volontariste. Jusqu'à présent, il se vante d'être le premier président congolais à avoir visité toutes les capitales des 9 voisins, y compris le Rwanda. On a vu Tshisekedi à Kigali, on a vu Kagame se faire applaudir à Kinshasa. Ça, c'est quand même incroyable. Kagame, président du Rwanda, à Kinshasa, à l'occasion des funérailles de Tshisekedi père. Donc ça, c'est le papa du nouveau président. Il se donnait même du frère. Cette embellie s'est poursuivie avec l'adhésion fortement appuyée et encouragée par le Rwanda du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est, et par des accords, notamment un accord de traitement des minerais de la Sakima, société aurifère du Kivu et du Maniema, par une raffinerie rwandaise. Donc là, on a un accord officiel entre une raffinerie rwandaise et les mines, l'office des mines Sakima. C'était du concret sur le plan économique. On justifiait cela à Kinshasa en disant qu'il fallait sortir d'une logique de pillage des ressources vers le Rwanda par la normalisation des relations bilatérales, qu'il fallait faire du business propre. La compagnie rwandaise Rwandair a commencé à desservir la ville de Goma et effectuer des liaisons vers Lubumbashi et vers Kinshasa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Rwanda est un des pays exportateurs de minerais dans le monde, alors qu'il ne possède quasiment pas de mines sur son territoire. Donc ça veut dire qu'on sait depuis longtemps que en fait, les minerais proviennent de cette région du Congo et qu'ils passent la frontière souvent illégalement. Et c'est pour ça que dans ce paragraphe, on nous dit qu'il fallait donc du business propre, une manière de mettre un cadre légal autour de cette circulation de minerais qui de toute façon va avoir lieu. Salut Delphéa, bienvenue, coucou. Je sais pas si t'as fait un raid. Non, j'ai pas vu le raid en tout cas s'afficher. Salut, en tout cas bienvenue. C'est la résurgence du M23 qui a mis fin à cette embellie. Tshisekedi a tout de suite dénoncé l'ingérence du Rwanda. Donc en fait, tout se passait mieux. Je veux pas dire que Tshisekedi a un super régime. Ce que je veux dire, c'est que la normalisation des relations était en cours jusqu'au moment où le M23 réapparaît, qui met fin à cette embellie. Tshisekedi a tout de suite dénoncé l'ingérence du Rwanda. Pour lui, il ne fait aucun doute que le Rwanda se cache derrière le M23 dans le but de piller les ressources minières. Les attaques sont allées crescendo jusqu'à la campagne électorale de 2023, qui a atteint des sommets de discours bellicistes, où Tshisekedi a même comparé Kagame à Hitler. On menace
en disant qu'à la première escarmouche, on va envahir le Rwanda. Et côté rwandais, on fait comprendre qu'on est prêt. Donc là, c'est un peu les discours qu'on a vus aussi ces derniers jours, hein, depuis la prise de Goma par le M23. Chacun des présidents qui dit on est ready pour aller vous envahir ou pour aller en finir avec vous. Aujourd'hui, nous en sommes encore là. Et tous les accords ont été annulés. Tout a été rapidement détricoté de sorte que la situation est pire qu'avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Alors, nouvelle question. Est-ce que les politiques congolais cherchent des boucs émissaires faciles ? Tanguy Bihan demande « On entend souvent dire que le M23 est un outil du Rwanda pour piller les ressources minières de l'Est du Congo, notamment le coltan et l'or. Quelle est la réalité de cette thèse ?» Onesphore Sematumba qui répond « On ne peut pas nier que tous les groupes armés profitent des ressources disponibles pour s'entretenir et pour financer leur guerre. Mais il est trop simpliste de focaliser sur les ressources minières. Il existe un proverbe dans la zone qui dit « La chèvre broute là où elle est attachée ». Depuis novembre 2021 et jusqu'à aujourd'hui, le M23 progresse sans contrôler des zones minières. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas accès à des ressources, puisque taxer la mobilité est beaucoup plus rentable que creuser les sols, par exemple. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des bénéfices des minerais sans forcément contrôler les mines. De plus, tous les groupes armés, et il y en a plus de 100, ont développé une économie militaire de la violence, pas seulement le M23. Il y a ce fantasme selon lequel le Congo serait une caisse pleine d'or, de diamants, de coltan, etc., assiégée par tous ceux qui le convoitent. Et on va même plus loin. On dit que ce n'est pas seulement le Rwanda, on dit qu'il y a les anglo-saxons, et puis maintenant l'Union européenne et la Pologne. Il y a un déni de la responsabilité congolaise, et les politiques congolais cherchent des boucs émissaires faciles. Nous sommes victimes de nos richesses, c'est un discours qui passe facilement dans l'opinion. Alors là, je pense que les Congolais vont pas être d'accord. Je vais vous lire dans les commentaires, j'attends vos commentaires. Je vais tellement en parler de l'or, ça fait des années que je parle du manque de transparence des entreprises sur les ressources. Ouais, c'est clair. On a fait une vidéo avec Christa sur les ressources justement du Congo, de RDC. Congolise qui dit « Mais la grossière erreur de Tshisekedi était au départ de fraterniser avec Kagame en voulant réchauffer les relations avec le Rwanda. Or, Kagame est cohérent avec sa vision prédatrice depuis le début. Kagame est le commissionnaire des impérialistes, la même chose Yoweri Museveni de l'Ouganda. » Alors en fait là, ce que dit Onesphore Sematumba, c'est que c'est sûr qu'il y a de l'exploitation du minerai, dans tous les cas ça c'est évident, et tous les groupes armés en profitent, pas que le M23, mais il y a aussi une question de que fait le gouvernement congolais dans cette affaire, et voilà quoi. Tanguy Bihan demande, alors ça c'est une question qui m'intéresse. Aujourd'hui, les FDLR représentent-elles encore une menace pour le Rwanda ? Ou est-ce simplement un argument qui sert les intérêts de Kigali ? Donc Kigali, capitale rwandaise. Onesphore Sematumba qui dit « Un peu des deux. On ne peut pas être dans le déni comme c'était le cas jusqu'à récemment à Kinshasa en disant que les FDLR ne sont plus que des résidus qui ne représentent aucune menace. Les FDLR ont toujours été des formateurs dans la région. On sait qu'ils ont donné des formations militaires à beaucoup de groupes armés, par exemple les groupes Nyatura, qui sont dans le parc, mais qu'ils ont aussi collaboré avec l'armée congolaise. C'est documenté dans le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. C'est là où je vous dis, donc ce rapport, il parle du M23, et il prouve que le Rwanda est derrière le M23, mais il prouve aussi donc que les FDLR sont toujours actifs et qu'ils continuent à former des soldats qui peuvent être des menaces pour le M23. Pour le Rwanda. Excusez-moi. Alors, pour la campagne de Rumangabo, tout le monde a vu que c'était les FDLR qui étaient le fer de lance. Alors ça, je connais pas, je sais pas ce que c'est que cette campagne, pour le coup. Ah oui, il a mis une source tout en bas de l'article. Je ne sais pas où est... Bon, bref. Faudra qu'on se renseigne sur ça. Récemment, le commandant de la 34e région militaire du Nord Kivu a été limogé pour avoir collaboré avec les FDLR, ce qui signifie que les FDLR sont là. Et dernièrement, Tshisekedi a martelé qu'il serait impitoyable avec tout officier congolais qui entretiendrait des rapports avec les FDLR. Maintenant, ce mouvement est-il suffisamment puissant pour compromettre la sécurité du Rwanda ? Ce n'est pas sûr. Certes, Tshisekedi et le président burundais Evariste... là il faut que je prenne le temps. Ndayishimiye laissent entendre que les deux pays n'hésiteraient pas à appuyer une opposition visant à renverser Kagame. Cette phrase était trop compliquée. Mais en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que les deux présidents laissent entendre qu'ils sont chauds de soutenir quelqu'un qui voudrait renverser Kagame.
Les Rwandais prennent ça au sérieux. Le Rwanda estime aussi que les FDLR travaillent avec l'armée congolaise et avec la SADC. Et se dit que les FDLR pourraient jouer le même coup qu'eux ont joué à Abiyarimana. Oh. D'accord. Alors, ça nécessiterait qu'on prenne le temps d'explorer ce truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comment Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda? Il avait donc le Front patriotique rwandais. Et il avait été soutenu par l'Ouganda pour, en fait, arriver au moment du génocide des Tutsis. C'est comme ça que Kagame a pu prendre le pouvoir. Donc Kagame qui est Tutsi, qui s'est battu pour l'arrêt du génocide, mais parce qu'il était soutenu par l'Ouganda, il a pu venir reprendre le pouvoir au Rwanda. Et donc, ce que craint Kagame, c'est qu'on lui fasse le même coup et que l'Ouganda... Pardon, c'est bien l'Ouganda? Non. Et que le Burundi et la RDC s'allient pour soutenir les FDLR qui viennent prendre le pouvoir au Rwanda. Sachant que, rappelez-vous bien, les FDLR, depuis le début, c'est les forces de défense et de libération du Rwanda, si je ne me trompe pas. Le D, c'est bien défense ou c'est démocratique? En tout cas, c'est un groupe qui a pour objectif le Rwanda et pas le Congo. Donc c'est pour ça que c'est un groupe d'opposition qui est tourné vers le Rwanda, quoi. Donc c'est d'où la crainte de Kagame. Mais est-ce que cette crainte suffit à légitimer toute la déstabilisation et la violence que le régime de Kagame appuie à l'extérieur? Vous voyez que c'est un truc un peu complexe et qu'en fait il s'agit vraiment de géopolitique. Géopolitique bien sûr sur fond de minerais. Mais il faut vraiment comprendre cette histoire politique pour comprendre comment les choses se passent. Alors, là on part sur le mot génocide. Que pense Onesphore Sematumba? Et on va s'arrêter sur cette réponse-là pour l'instant. Tanguy Bian demande: on entend des accusations de génocide de part et d'autre, surtout sur les réseaux sociaux. Les Tutsis congolais seraient menacés de génocide et le Rwanda commettrait un génocide au Congo. Quelle est la réalité de ces allégations? Alors là, pour vous dire bien, donc c'est que les Rwandais, enfin le régime rwandais de Kagame explique que les Tutsis congolais sont menacés de génocide. Donc c'est pour ça que le M23 existe, pour protéger ces Tutsis congolais. Et en face, on a les Congolais, donc le régime congolais, on va dire, de Tshisekedi, qui explique que le pouvoir rwandais soutient le M23 qui commet un génocide contre les populations congolaises. Alors là, gardez bien un truc en tête, c'est que, vous voyez que là on dit Tutsi congolais, et là on dit le génocide au Congo. Et quand on dit Congo ici, en fait ça représente plein de peuples différents. C'est pas les Hutus spécifiquement, c'est plein de peuples qui habitent dans la région, mais qui sont tous et toutes des Congolais, tout autant que les Tutsis congolais, qui ont pour la plupart la nationalité congolaise et qui sont nés, qui ont grandi au Congo. Simplement, eux, ils sont Tutsis aussi, et il y a ce truc-là qui les... Enfin, c'est ça l'enjeu de la question, c'est pourquoi eux sont singularisés par par le peuple auquel ils appartiennent, alors que le reste est mis dans le même sac Congo. En fait, il y a plein de gens qui meurent de plein de peuples dans cette histoire. Pourquoi il y a un groupe spécifique de défense des Tutsis? Et donc c'est là qu'il y a l'histoire du génocide Tutsi au Rwanda. Et qui crée toute cette complexité aussi, quoi. Force démocratique de libération du Rwanda. Merci Comet Leader. Alors, donc on lit cette dernière phrase et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Depuis 2021, on ne peut pas dire qu'il y a eu une chasse systématique d'une communauté. Il y a une sorte de simplification outrancière. Par exemple, quand les Maïmaï ou les Wazalendo attaquent un village et l'incendient, il se peut que ce village soit Tutsi. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, le M23 va dire que le génocide commis par Kinshasa se poursuit. Et quelques jours après, le M23 attaque un village, il y a des morts, on les étale et on dit que les victimes sont toutes Nandé ou Hutu, et donc qu'un génocide est commis contre ces communautés. Il y a une sorte de surenchère émotionnelle du terme qui est vidée de son sens. Pardon, je refais la phrase. Il y a une sorte de surenchère émotionnelle du terme qui est vidée de son sens. En revanche, on peut constater la montée d'un discours de haine, notamment contre les Tutsis. Le paradoxe, c'est qu'en voulant protéger une communauté, on l'expose à la vindicte des autres communautés. Tshisekedi affirme régulièrement que les Banyamulenge sont des Congolais.
que tous les Tutsis ne sont pas du M23, qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Mais le raisonnement de ceux qui vivent sous la menace du M23 est le suivant. En 1996, c'est l'AFDL, Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, qui les a tués. Donc les Tutsis. Attendez, là je suis pas la phrase. C'est l'AFDL qui les a tués. Donc des Tutsis. Ah ok, d'accord. Parce qu'en fait, le M23, il s'est pas toujours appelé M23. C'est ça que je comprends. Je crois qu'avant, il y avait un autre mouvement qui s'appelait AFDL. Donc, si je me trompe pas, vous me direz dans les commentaires. En gros, pour les gens locaux, ils se disent c'est l'AFDL qui nous a tués. Donc c'était des Tutsis. En 98, c'est le RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui les a tués. Donc des Tutsis. Ça, c'était les noms qu'ont eu les mouvements Tutsis avant le M23. Dans les années 2000, c'est le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, qui les a tués. Donc les Tutsis. En 2012, c'est le M23 qui les a tués. Donc les Tutsis. Et ainsi de suite. Ça donne au sein de l'opinion l'impression qu'il y a un groupe ethnique qui a son armée et que cette armée est meurtrière. Vous pouvez expliquer que dans le M23, il n'y a pas que des Tutsis, on vous répondra que c'est un groupe Tutsi. Et donc, y a-t-il un risque de guerre régionale, selon Onesphore Matumba? Je pense que la guerre régionale est déjà là. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait assister à un affrontement entre l'armée sud-africaine et l'armée rwandaise. C'est en train de se passer. Le fait que l'armée sud-africaine soit du côté du gouvernement congolais pour défendre la ville de Goma, cela signifie qu'elle contrarie les plans de Kigali. Le mandat de la mission militaire de la SADC est offensif et cible en premier lieu le M23. C'est ainsi que depuis février, les contingents de cette mission, dont les Tanzaniens et les Sud-Africains, sont déployés sur la ligne de front vers Sake, aux côtés des forces congolaises et donc face au M23. Mi-février, les Sud-Africains ont enregistré 2 morts tués par un tir de mortier sur leur base de Mubambiro. Mais est-ce que cela peut déboucher sur une conflagration régionale? Je ne le crois pas. Donc cet article a été écrit en mars 2024, je le rappelle, mais il est quand même intéressant pour comprendre ce qui se passe. Zozo Tuyo qui dit AFDL, c'est l'armée qui a été créée post-génocide au Rwanda et qui a notamment pourchasser les Hutus au Congo. Ah, peut-être, c'est fort possible, je ne sais pas exactement. Bon, bah, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il est 19h27. Est-ce que ça vous avait appris déjà des choses? On est à la moitié de l'article à peu près. Et après, on arriverait sur une question qui s'appelle « Prendre Goma, c'est beaucoup de pression ». Mais on voit qu'aujourd'hui, ça a été fait. Le M23 a pris Goma. Est-ce que, déjà, avec cette lecture, vous avez une vision un peu plus claire? Ou, je ne veux pas dire clair parce que c'est compliqué, mais est-ce que vous visualisez au moins qui sont les acteurs en cause dans ce conflit? Coréis, oui, ça m'a donné envie d'aller lire les autres articles dont tu as parlé au début. Ouais, franchement, allez lire toute la série, là, sur Afrique 21. Il y a vraiment une série d'articles qui peuvent être intéressants. Merci, Braunza. Comment entrer en contact avec nous? On a notre adresse mail qui est disponible à peu près sur toutes nos plateformes. Après, comme je le disais au début, on est submergé de messages. Donc ça va être compliqué qu'on réponde vite. Mais voilà, on va essayer de lire dès qu'on dès qu'on peut. Parce qu'on a vraiment énormément de messages. Disons que j'ai mieux conscience de la complexité de la situation. Mais le truc qui est important à dire, c'est que pour moi, en fait, je pense que c'est important. Attendez, il faut que je vous mette bien là, quand même que vous voyez le logo d'Afrique 21 là, parce que sinon il est complètement caché. On le voit un peu là. Pour moi, en tout cas, je crois que c'est important de comprendre que c'est une situation complexe, mais c'est important de ne pas s'interdire d'en parler au prétexte qu'elle est complexe. Nous, ce qu'on va essayer de faire sur Histoire Crépue, c'est de prendre le temps de creuser le truc petit à petit. On ne prétend pas avoir toutes les réponses, ni vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais on va essayer de se renseigner en lisant plusieurs auteurs et autrices qui font de la recherche appuyée sur le terrain et qui essayent de déployer vraiment un regard géopolitique, géostratégique et aussi militant sur la situation. Comme je vous disais, on est en train de préparer une vidéo qui sera longue, je pense une quarantaine de minutes, dans laquelle je vais faire intervenir au moins un historien congolais qui vit sur place et des militantes qui sont dans la diaspora en Belgique et à Paris
et aussi peut-être d'autres historiens et historiennes qui pourront nous donner plus de pistes sur la situation et nous aider comme ça à déplier un peu le background sur lequel se déroule ce conflit. Oui, je suis d'accord parce qu'il y a ce même argument qui est utilisé pour expliquer qu'on ne parle pas de la colonisation de l'Algérie. En tout cas, c'est ce que me disaient mes profs. Ouais, c'est vrai, l'argument de la complexité, ça permet parfois de faire taire les choses. Une manière de comprendre la situation est de lire Petit pays, qui ne parle pas directement de RDC, mais présente l'histoire du point de vue des habitants. Je crois que ça se passe au Rwanda, Petit pays, non, si je me trompe pas. C'est complexe, il y a un conflit de mémoire, donc on n'en parle pas. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a un conflit de mémoire d'abord, il y a un vrai traumatisme historique, il y a aussi le traumatisme de la colonisation, et en plus de ça, il y a les enjeux contemporains, géopolitiques et les minerais. Et en plus, toutes les blessures historiques qui ont été faites. Quand on voit à quel point des mouvements politiques peuvent se battre les uns contre les autres en Europe, alors qu'il n'y a même pas d'exploitation de minerais à la clé, on se dit quand il y a des violences qui ont été faites dans l'histoire, et qu'en plus il y a tous ces minerais, bah forcément c'est des conflits qui vont être durs à résorber. Et c'est pas en se disant on est tous africains, on est tous congolais, donnons-nous la main, que le truc va se résorber. Et les gens de la région le savent. Du coup, en plus des articles sur Afrique 21, y a-t-il d'autres sources à consulter? On s'y perd facilement avec les réseaux sociaux. Bah pour l'instant, moi je suis en train de dire ça. Dans ma vidéo, je vous donnerai aussi d'autres sources et je ferai parler des personnes différentes qui pourront vous donner d'autres points. Je connais pas assez bien la situation pour vous recommander des sources en vous disant ça c'est vraiment une source à suivre. Mais j'imagine qu'il y en a qui ont des choses et dites-le dans les commentaires. Même après avoir écouté tes explications, je ne parviens pas à reconnaître d'autres fautifs à la tête de ce conflit, à part les ordres de Kigali. Je pense que, de toute façon, moi je suis pas là pour vous dire qui a raison ou pas, et je pense pas que ce soit possible de enfin les gens qui ont leur avis sur le conflit ont déjà leur avis qui est fait en fait, et puis ceux qui vivent sur la situation sur place savent de quel côté il ou elle se tourne, voilà. Il y a des gens qui sont du côté de Kigali, des gens qui sont du côté de Kinshasa. Mais j'ai envie de dire que c'est sûr que la démarche de Kigali est très offensive, et je pense qu'elle a été condamnée par tous les gouvernements, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il n'y a personne qui soutient la prise de Goma, je pense, au niveau de l'international. Je dis personne de manière globale, mais il y a très peu de pays qui ont félicité le Rwanda d'avoir pris Goma. Donc je pense que c'est unanime pour critiquer et pour accuser et dénoncer l'action de Kigali aujourd'hui. Mais est-ce que faire ça suffit à résoudre le problème? C'est ça la question en fait. Et comment est-ce que le problème va être résolu? Je crois pas que ce soit seulement en condamnant l'action de Kigali. D'autant plus que la condamnation de l'action de Kigali ne change rien, en fait. Ils l'ont fait et voilà. Ils bougent pas, en fait. Corélis qui dit « Je suis en train de lire Congo, une histoire en ce moment, mais je sais pas à quel point il est fiable. Alors, je connais pas ce livre. » Esther Mujavayo a écrit Survivante. Je ne la connais pas non plus, mais merci pour toutes les refs. Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre vos références dans les commentaires. Ça pourra toujours servir à tout le monde. Alors, boum, on revient sur ma grosse tête. Moi, je vais devoir filer parce que je dois aller à une émission de radio. Pourquoi? Parce que je présente mon documentaire Nos statuts coloniales à Clermont-Ferrand jeudi prochain, donc jeudi là qui arrive, jeudi 13 février. Et je suis hyper content de faire ça à Clermont-Ferrand. Et en général, on va essayer avec Histoire Crépue de se décentrer de Paris. On va vraiment ne pas toujours faire les choses à Paris, faire les choses ailleurs aussi et parler d'histoire coloniale hors des grandes villes, Clermont-Ferrand reste une grande ville, mais ce que je veux dire, c'est des grandes villes identifiées comme les villes de l'histoire coloniale. Parce que Clermont-Ferrand, si je vous dis ça, est-ce que vous saurez me trouver quelle est l'histoire coloniale de Clermont-Ferrand? En fait, il y en a une très très importante, mais je ne suis pas sûr que vous y penserez tout de suite. Surprenez-moi. Ouais, merci beaucoup. Michelin, mais oui, Bernard. N'oublions pas de préciser les visées expansionnistes de Paul Kagame. Ouais, Caoutchouc Michelin, exactement Michelin, donc célèbre entreprise de pneus, dont le caoutchouc provenait bien entendu des colonies.
notamment colonies en Indochine. Mais pas que, hein. Ça a été des colonies françaises et puis ensuite d'autres colonies aussi britanniques, etc. Viendez en Creuse un jour, ouais, franchement. Viendez en Guyane, vous avez dit quoi? Guyane, Grenoble, Creuse. Franchement, ouais, on va essayer de bouger un peu partout au fur et à mesure. Pour l'instant, on commence avec Clermont-Ferrand. Et ben moi, je vais vous dire à demain. Je pense que je sais pas encore à quelle heure, mais demain soir, à mon avis, on va être en live Twitch encore une fois pour vous parler plutôt de l'affaire Kanye West. Parce que voilà, vous savez les déclarations qu'il a fait sur le nazisme. Et revenir un peu sur ça et revenir sur d'autres sujets un peu d'actu. Vous me direz ce dont vous voulez qu'on parle dans les commentaires et puis voilà. Et moi j'essaie de vous sortir le replay de cette vidéo dès demain matin. D'ailleurs je vais faire une petite... je vais parler Kendrick aussi. J'ai pas encore regardé le truc de Kendrick, mais oui on pourra faire aussi un react à Kendrick. J'ai regardé en fait ni les trucs de Kanye ni les trucs de Kendrick. On pourra regarder un peu les deux Kanye Kendrick, que s'est-il passé. Et là, je vais juste parler un petit peu pour l'intro du replay que je vais poster. Donc, si ça vous dérange pas, je vais dire des petits trucs comme si c'était l'introduction. Observez mon talent d'orateur. J'espère que je me trompe pas. Je suis pas chroniquement online. What the fuck, Kanye? Ouais, non, mais c'est terrible. Tu verras demain. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler... non, attendez, je vais le refaire. J'ai raté mon intro. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans ce replay du live Twitch du 11 février 2025 où on a parlé de la crise au Congo, notamment de l'histoire... Mais je sais pas parler, c'est terrible quoi. Salut tout le monde. Salut YouTube, t'as raison Totem, faut dire salut YouTube. Je vais te dire ça, salut YouTube. Vous voyez les coulisses d'un tournage. Normalement j'écris tout sur prompteur, comme ça je suis sûr de pas me tromper. No stress, on te regarde pas. Alors, salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Vous allez regarder un replay de mes lives Twitch. Vous pouvez nous suivre sur Twitch tous les soirs. C'est pas tous les soirs, c'est terrible de dire ça. Salut YouTube, vous êtes sur un replay d'un live Twitch tous les mardis soirs de 19h30 à environ 22h30. On est en live Twitch et vous allez regarder le replay. C'est nul de faire ça quand même, non? Don't be hard on yourself. Tous les soirs. Ok. Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau replay Twitch. Aujourd'hui, on va parler du Congo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.